Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art, au National Museum Feuchtmar pour cette conférence, une des dernières conférences. On vient d'en discuter du cycle, du très long cycle en lien avec l'exposition La Révolution de 1974. Et c'est pour moi un extrême honneur et encore une plus grande joie d'accueillir ce soir Antonio Paiva ici au musée, puisque sans Antonio, cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu sous la forme dont vous pouvez la voir actuellement ici au musée, puisque Antonio nous a énormément aidé, Isabelle Mars et moi qui sont commissaires de cette exposition pour préparer cette exposition. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a apporté énormément de choses, et c'est aussi l'occasion peut-être ce soir de remercier Antonio et aussi d'autres personnes qui ont beaucoup contribué pour réaliser ce projet quand même qui a abouti sur une exposition assez conséquente et aussi un programme cadre très important. Et donc, Antonio va aujourd'hui nous parler de l'immigration politique portugaise au Luxembourg. Quelque chose qui est très peu connu ici, avant le 25 avril, puisque aussi, ici au Luxembourg, il n'y a pas eu de Portugais qui ont bénéficié de l'asile politique, alors qu'il y a eu beaucoup de gens comme toi d'ailleurs, qui ont, en tant qu'activistes politiques, qui ont quitté le Portugal, qui ont poursuivi une activité politique aussi ici au Luxembourg. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Alors, Antonio Lopes Paiva est né en 1949 au Portugal. En tant qu'étudiant à Coimbra et puis à Porto, tu t'es engagé au comité marxiste-léniniste portugais ainsi que dans d'autres mouvements clandestins qui tentait de sensibiliser la population et qui dénonçait les guerres coloniales au Portugal, et ce qui a fait que tu as été obligé, à un moment donné, avant ton appel au service militaire en 1970, de quitter le Portugal à l'époque, sans esprit de retour, puisqu'on était 4 ans avant le 25 avril, un choix que beaucoup de Portugais ont dû faire à l'époque pour fuir la dictature et les guerres coloniales. Tu as vécu un temps à Paris avant de venir au Luxembourg aussi pour y construire une organisation dont nous allons encore parler aussi ce soir, d'opposants politiques portugais ici au Luxembourg. Pendant toute cette période, tu as aussi travaillé comme ouvrier d'usine, comme secrétaire syndical ou à la FAO. Et puis après le 25 avril, tu as aussi été entrepreneur. Et aujourd'hui, tu es pensionné, et on est extrêmement honorés de ta présence ce soir, et nous sommes très curieux d'entendre ton témoignage, qui complète d'ailleurs ton témoignage dans l'exposition, puisque tu es un de nos 14 témoins dans l'exposition. Et aujourd'hui, en tout cas moi, je suis extrêmement curieux d'apprendre beaucoup de choses, parce que je sais que Antonio est quelqu'un de parfois très discret, mais qu'il a énormément de choses à raconter, et des choses qui sont passées ici au Luxembourg que très peu de gens connaissent et qui pourtant sont essentielles pour comprendre l'histoire portugaise des Portugais ici au Luxembourg. Je te laisse la parole. Merci, Antonio. Amigos, companheiros e camaradas, esta é a voz da liberdade, transmitida todas as segundas, quartas e sábados, da 1h15 às 2 da manhã, contra o fascismo, contra a ditadura fascista, por um Portugal livre e independente. Eles comem tudo, e eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, e eles comem tudo, e eles comem tudo e não deixam nada. Bonsoir. Merci d'écouter ma petite intervention. Je vais vous la traduire. Amis, compagnons et camarades, voici la voix de la liberté qui est transmise tous les lundis, mercredis et samedis de 1h15 à 2h du matin contre le fascisme, contre la dictature fasciste, pour un Portugal libre et indépendant.
Alors vient la chanson bien connue de José Afonso, il mange tout et il ne laisse rien. Au fond, cette émission, nous passions des nuits à l'écouter, donc avec un petit transistor, une petite radio collée à l'oreille. J'ai encore toujours ici mon appareil, l'original. Et voilà, et on écoutait les nouvelles qui étaient transmises par la Voix de la Liberté, donc l'émission. Et c'est des nouvelles que nous n'avions pas dans la presse au Portugal. Je vais faire un petit parenthèse. J'habitais à 250 mètres environ du poste de la police au Portugal. Et donc, de la fenêtre où j'habitais, on habitait dans une maison chez une dame qui louait des chambres à des étudiants. On était à 3. Et alors, de la fenêtre de notre chambre, on voyait le poste de la garde républicaine. Et alors, une fois, le commissaire, il a rencontré la dame. Elle a dit, « Oh, Dona Marquinhos, je crois que vous aviez, qu'il y a quelque chose chez vous, des gens qui écoutent l'émission qui est interdite et qui vient d'Alger. Parce qu'on a toujours des intercessions dans les lignes qui viennent du côté de votre maison. » Alors il a dit, « Oh, monsieur le commissaire, je crois que vous vous trompez parce que les garçons qui sont chez moi sont des braves garçons, il n'y a rien. » Bon, ce soir, je vais vous parler de l'immigration politique au Luxembourg avant le 25 avril 1974. Un mouvement qui a existé, qui a travaillé plutôt dans la clandestinité pour ne pas se faire remarquer par la PIDE, police politique portugaise. Donc, je vais plusieurs fois utiliser le terme PIDE, comme ça vous savez de quoi il s'agit. PIDE, c'était par après, dernièrement, donc avant le 25 avril, le gouvernement de Marcel Caetano s'appelait DGS, Direction Générale de Sécurité. Donc la PIDE était partout présente, là où il y avait l'immigration portugaise. Je parlerai également du mouvement donc, syndical et associatif donc, de ces années 70. Effectivement, dans ces années-là, il était marqué par l'arrivée massive d'immigrants portugais au Luxembourg. L'immigration dite économique fuyait la faim et la misère. Le pays était plongé dans une crise profonde. À bras avec une guerre coloniale sans issue, le gouvernement n'arrivait pas à stopper cette hémorragie. Entre 1958 et 1974, 1,5 million de Portugais avaient quitté le pays pour l'Europe. Le régime salazariste utilisa toujours l'argument de l'âme aventurière portugaise pour expliquer l'immigration massive des années 60. Cette explication avait un précieux avantage pour le gouvernement de suggérer que l'immigration portugaise n'avait aucun rapport avec une quelconque dénonciation du régime ou avec l'échec de sa politique économique et sociale. Cette âme était supposée inhérente au peuple portugais depuis des siècles. On se passe de commentaires. Entre 69 et 71 arrivent en France 350 000 Portugais, plus de 90% sont des clandestins. Aux familles traditionnelles qui émigraient, la plupart originaires du milieu rural, s'ajoutèrent alors des familles des milieux urbains avec des fils qui ne voulaient pas être incorporés dans l'armée pour ne pas participer dans la guerre coloniale. Il faut voir qu'en 70, nous étions 17 234 à rentrer en France à l'âge militaire, toutes catégories confondues, donc les insoumis, les réfractaires et les déserteurs. Entre 1910 et 1972,
Le pourcentage des réfractaires se situait à 20% du total de l'armée. Et pendant ces 3 ans, on comptait plus de 50 000 jeunes qui ne sont pas présentés au service militaire. C'était, on peut dire, l'immigration dite politique. Je fais partie de cette génération et j'arrive à Paris en septembre 1970 avant de rejoindre le Luxembourg en 1971. Paris était pratiquement le port d'arrivée de tous les réfractaires des déserteurs qui, étant accueillis par les comités déserteurs, s'orientaient par des chemins divers. La plupart s'installaient en France, d'autres continuaient le chemin vers les pays du Nord. Donc la Suède, le Danemark, qui accueillaient très bien les déserteurs réfractaires. La Belgique, la Hollande et l'Angleterre étaient aussi des pays disposés à accueillir toute cette génération d'insoumis. L'exil politique prenait plusieurs facettes suivant la situation de chaque individu et le règlement de chaque pays d'accueil. Nous distinguons, entre autres, les exilés politiques qui devraient prouver qu'ils étaient déserteurs et poursuivis par lapide par leur activité politique. Puis venait le statut des réfugiés politiques qui était accordé aux réfractaires suivant sous la condition de renoncer à toute activité politique, comme par exemple le cas en Belgique. Au Luxembourg, on ne trouve pas de traces de demandes de réfugiés politiques portugais. Il y avait à cette époque-là, les années 70 et 71, il y avait assez bien de réfugiés au pays. Il y avait par exemple une centaine de Tchèques qui sont venus après le printemps de Prague. Après, en 73, il y avait environ 80 Chiliens qui sont venus après le coup d'État militaire, donc le renversement du gouvernement d'Allende au Chili. Mais donc, pour les déserteurs réfractaires arrivés au pays, donc portugais, sans une demande d'asile politique, leur régularisation de séjour était pratiquement impossible, car ils n'avaient pas de passeport et la carte d'identité n'était pas suffisante. Il faut aussi dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui étaient à l'âge militaire au fond, et qu'ils arrivaient à la gare de Luxembourg, ils n'avaient qu'à traverser l'avenue, donc et il y avait des bureaux de CDC, Soludec et tout, qui les accueillaient et qui faisaient tout de suite un contrat de travail, et alors ils pouvaient tant bien que mal se régulariser, mais ils n'avaient toujours pas de passeport. Quoi faire alors? Les jeunes exilés portugais ne demandaient pas le statut de réfugié politique pour ne pas avoir collé sur le dos la référence politique. Ils préféraient se fondre dans l'immigration économique sans attirer l'attention sur les raisons qui les ont poussés à quitter le pays et par conséquent sur leur activité politique. Il y avait donc une tendance à maquiller leur parcours pour se faire apparenter à ceux des immigrés économiques à qui ils voulaient ressembler. Et si, alors, de la demande des cartes de séjour, ils cachaient qu'ils avaient fait des études au Portugal, ou taisaient leurs opinions politiques. Ces pratiques ponctuelles ne les empêchaient pas de mener une activité militante dans leur vie quotidienne, alors que demandant le statut de réfugié politique aurait entraîné presque automatiquement l'impossibilité de continuer toute activité politique. Ne pas demander ce statut apparaissait ainsi un gage de sécurité et d'une certaine liberté, car la plupart d'entre eux avaient déjà connu au Portugal la force répressive de l'Institut policier de Lapide, le passage sur un certain contrôle administratif et policier dans le pays d'accueil avivait un sentiment d'insécurité et un réflexe de défense. Ainsi, beaucoup de ceux qui auraient pu obtenir le statut de réfugié politique ne cherchaient pas à l'obtenir, non pas seulement par peur des problèmes administratifs, mais aussi pour ne pas se faire remarquer de l'état d'accueil et de sa machine policière. Dans les années 70,
Face au numéro galopant des déserteurs, réfractaires et insoumis, le gouvernement portugais de Marcel Caetano, tout en voulant montrer qu'il était moderne, qu'il y avait une nouvelle législation plus libérale qui entrait en service, il a demandé, il a promis donc une loi qui faisait que les réfractaires et les insoumis, ils pourraient avoir un passeport pour retourner au Portugal. Ils ne seraient pas punis, ils devraient donc faire le régime militaire. Il a raison de cette décision, de cette loi. C'était parce qu'à cette époque-là, les années 70, il y avait énormément de jeunes, de soldats qui manquaient donc dans l'armée, et alors c'était une façon de les attirer. C'est ainsi que donc la plupart des réfugiés se voient légalisés avec un passeport valable pour 3 mois. Beaucoup étaient par après falsifiés. Bon. À ce propos, je me permets de vous lire un extrait publié dans le journal du consulat Culture, donc du 1er mai 1972, sous le titre « Lettres aux militaires portugais ». Je cite. Petit à petit, il y a des anomalies portugaises qui se redressent. Un effort d'écoute se fait jour. Un souci, quel qu'à la mode, du social est indéniable. Raison de plus pour avertir les responsables de bonne volonté des erreurs qui persistent, et ils sont nombreux. Tâche assez ingrate, car au Portugal, trop souvent les protégés ne veulent pas de protection, les intéressés se désintéressent, les défendus refusent les défenseurs, peut-être par manque d'habitude. Or, une des nombreuses choses qui fonctionnent très mal, du moins pour les Portugais au Luxembourg, est l'octroi de permis militaire de sortie définitive sans lequel le citoyen n'a pas de passeport normal. L'octroi des permis militaires pour quitter le Portugal fonctionne mal, très mal, terriblement mal, car personne n'a encore eu l'idée de fabriquer des faux, chose pourtant de plus facile. En fait, chez nous, la solution légale est trop souvent l'illégalité qui arrange tout le monde et ne fait pas de tort, dit-on. Un soldat accomplit son service militaire, 4 ans avec risque, avec retard de vie. Ensuite, il doit attendre des mois, voire des années avant d'avoir le fameux permis qu'il doit payer à plus de 1000 escudos, sans lequel il n'aura pas le passeport. Par contre, celui qui a été libéré ou qui réside à l'étranger paye le même moment dans un bureau de recettes ou au consulat et quelques minutes après, il est quitte pour toute sa vie, tout naturellement. Voilà, fin de citation. Au Luxembourg, dans les années 70, il y avait déjà au pays 5783 Portugais, dont la plupart est venus illégalement, et parmi eux, avec beaucoup de jeunes à l'âge militaire. Nous n'avons pas de statistiques précises sur leur nombre, mais nous savons que l'âge moyen de cette immigration se situe entre 60% avec moins de 35 ans. Or, dans cette fourchette, il y avait beaucoup de jeunes qui ont quitté le Portugal, surtout ceux d'origine rurale, pour qui une incorporation de 4 années aurait rendu plus compliquée leur situation économique déjà difficile. Pour ces derniers, la guerre coloniale, au fond, constituait déjà une raison en plus de migrer. Il venait ici accélérer le processus d'immigration. En revanche, pour les jeunes citadins issus de la petite ou moyenne bourgeoisie, pour qui la guerre ne constituait pas un fardeau économique, le refus d'incorporation pouvait déjà relever une opposition de conviction aux guerres coloniales et en même temps au régime salazariste. Notons que les jeunes en opposition à la guerre coloniale se divisaient en 3 catégories. D'abord, il y avait ceux qui avaient passé l'inspection militaire et qui, étant classés aptes pour tout le service militaire, on dit en portugais apurados, se présentaient ensuite à la caserne, finissaient leur recrue et étaient alors mobilisés pour les colonies.
Ceux qui le refusaient étaient alors considérés comme déserteurs. En deuxième catégorie venaient tous ceux qui se présentaient à l'inspection militaire, qui étaient jugés aptes pour tout service militaire, mais qui après ne répondaient pas à l'appel pour se présenter à la caserne, pour être recrutés et prêter serment devant le drapeau. Ils étaient alors considérés les réfractaires. En troisième catégorie, il y avait tous ceux qui n'ont jamais répondu à l'appel. Ils ne sont jamais présentés à l'inspection militaire, ce sont alors devenus les insoumis et, comme on dit souvent en portugais, os faltosos, les défaillants. Ici, on peut voir dans le tableau ici, donc le départ, surtout les pays où il y avait donc les déserteurs et les réfractaires. Donc, on a donc l'Angleterre, on a les pays du Nord, on a la Suède, le Danemark, la Hollande, donc Bruxelles, la Suisse, l'Allemagne et donc Alger, donc et Rome, Italie aussi. Donc les pays qui accueillaient donc les déserteurs. Le petit tableau, c'est un dessin que j'avais fait au fond pour donner l'image donc du mouvement des déserteurs et des réfractaires. L'interdiction de tourner au Portugal était valable pour les trois catégories. Donc, aucune des trois pouvait retourner au Portugal avec l'aggravante que les déserteurs devaient tout de suite aller en prison 5 années au moins. Au Luxembourg, dans les années 70, il y avait des traces d'insoumis et réfractaires qui, disposant déjà d'une certaine conscience politique et qui faisaient des actions, militaient dans les syndicats, surtout dans le syndicat chrétien, le LCGB. Dans un document, rapport d'interrogatoire de prévenus, donc trouvé dans les archives de Lapide, on peut lire, je cite, que peu de temps après avoir arrivé au pays, donc ça c'est le prévenu qui est interrogé par la police politique, disait ce qu'il avait fait quand il est arrivé au pays. Voilà. Que peu de temps après avoir arrivé au pays, a commencé à militer à la Confédération des syndicats catholiques luxembourgeois, au mieux Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens. En effet, CLCS, commençant entre-temps à développer une certaine activité syndicale en faveur de cette organisation et de défense des intérêts des immigrés portugais vivant au Luxembourg. Cette activité consistait essentiellement en la collaboration apportée à la création d'un bulletin appelé « Le Travailleur ». Le Travailleur. C'était un organe syndical de la section portugaise existante dans cette confédération. Faisait au même temps l'encaissement des cotisations et traduisait des articles à publier dans le même bulletin. Entre-temps, un conseil de délégués était formé pour la section portugaise existante dans cette confédération. Et plus loin, outre l'activité menée dans le cadre de la publication de bulletins au Travailleur, si on mentionnait, il a également participé à plusieurs réunions syndicales de formation et d'information auxquelles ont participé de nombreux immigrés portugais vivant au Luxembourg. Donc ça, c'était en 70. Si on voit ici, donc le formulaire d'interrogatoire, on voit ici. Ça, c'est aussi très intéressant de voir. C'est tous les gens qui étaient interrogés, donc, ils se sont vus interdire l'assistance d'un avocat pendant l'interrogatoire en raison de la gêne occasionnée à l'enquête. Il a donc été remplacé par 2 témoins, donc témoins des agents de la PID. Il y a les noms.
tous deux agents de la Direction générale de sécurité qui étaient obligés de garder le secret de la justice, car l'avocat ne saurait pas garder le secret de la justice, donc il n'avait pas droit à un avocat. Donc, le travail syndical, au fond, ça c'était une tâche difficile parmi la colonie portugaise, surtout quand il s'agissait de devenir membre d'un syndicat à tendance socialiste, comme était le cas du LAV. LAV, donc, c'était la Confédération des ouvriers de Luxembourg. Les premiers immigrés portugais au Luxembourg étaient, au fond, plutôt de majorité d'origine rurale, avec un faible niveau d'éducation et un fort taux d'analphabétisme. Élevé sous le régime autoritaire de Salazar, la première génération n'avait ni formation ni expérience directe avec les syndicats, que de toute façon n'étaient pas autorisés au Portugal. S'affilier à un syndicat, en plus de tendance socialiste, posait d'énormes problèmes au niveau membre, car ils avaient peur d'être surveillés et même poursuivis par la PIDE, non pas seulement au Luxembourg, mais aussi lors de leur séjour au Portugal. Les dirigeants syndicaux, à l'époque, n'ont jamais compris ce phénomène. Par contre, l'affiliation au syndicat chrétien posait moins de problèmes, car le rapport plus ou moins visible avec l'Église tranquillisait en quelque sorte les esprits, et il y avait en tout cas une concurrence entre les deux syndicats pour attirer des affiliés. Aussi dans les années 60, c'est dans les années 60 que les syndicats ont commencé sérieusement à se tourner vers l'immigration, surtout la portugaise, en offrant des services individuels d'information, de conseil, en lançant des bases de défense de leurs intérêts et en créant des structures spécifiques pour les travailleurs immigrés. Ces structures étaient destinées à favoriser la participation active de ces travailleurs à la vie syndicale au niveau local et régional. Le LAV avait créé en 1972 un département portugais et espagnol avec un secrétaire national pour les deux nationalités. Notons que le syndicat au Luxembourg avait plutôt un caractère d'aide, un syndicalisme de service et de soutien social, à tel point qu'au début, les secrétaires syndicaux portugais étaient plutôt des assistants sociaux. Mais surtout, à partir des années 70, ils ont commencé à prendre conscience que les immigrés et leurs familles étaient là pour rester et qu'ils perdraient leur pouvoir de négociation s'ils se coupaient des travailleurs immigrés. Au départ, on a commencé pour organiser des permanences dans tout le pays, ainsi réparties par les 9 bureaux régionaux. À Dudelange, on avait des permanences tous les 3 derniers mercredis du mois, à Differdange tous les mardis, à Yes-sur-Alzette tous les vendredis, à Rodange, 1er et 3e lundi du mois, à Pétange, 2e samedi du mois, au Luxembourg tous les samedis, à Etterbourg tous les jeudis, à Echternach tous les premiers mardis du mois, à La Rochette, 2e dimanche du mois. L'influence à ces permanences était nombreuse. Des fois, avec 65 personnes qui venaient pour demander de l'aide à tous les niveaux. Couramment, il y avait des gens qui venaient pour écrire une lettre à leur famille restée au Portugal. N'oublions pas qu'à l'époque, le taux d'analphabétisme au pays était énorme. Le plus souvent, on venait pour remplir des formulaires divers, sécurité sociale, commune, poste, traduire des formulaires pour logement, déclarations auprès des autorités locales, etc., etc. Dans les permanences, on se donnait souvent des rendez-vous pour après aller sur place, régler beaucoup de problèmes et conflits divers. C'est même arrivé que les dimanches matins, j'avais une dizaine de compatriotes devant ma porte. Mais le travail syndical était organisé sur plusieurs fronts. D'un côté, l'aide aux travailleurs immigrés et de l'autre côté, le souci et, je dirais, l'obligation morale pour sensibiliser la population luxembourgeoise aux problèmes existants au Portugal. Pourquoi tant de Portugais ont fui le pays? Pourquoi la guerre coloniale, pratiquement inconnue de la population luxembourgeoise, a-t-elle continué lançant dans la misère et détresse tant de jeunes et familles de notre peuple?
dans la presse nationale, gentil et solidairement mis à ma disposition, j'ai pu à plusieurs reprises décrire la situation politique au Portugal, les contradictions du gouvernement fasciste de Salazar et la décadence de la guerre coloniale. Au pays, nous avions un consul qui naturellement soutenait le régime du Portugal et qui ne supportait pas la diffamation de la dictature et encore moins la condamnation de la guerre coloniale. Donc, suite à mon premier article, Portugal, un pays riche, un peuple pauvre, publié dans le journal de la CGT en août 1972, le consul a demandé mon extradition. Je dois encore aujourd'hui remercier le LAV et la CGT qui m'ont soutenu pour que je puisse rester au pays. Dans cet article, j'avais analysé les trois courants qui se dégageaient au Portugal face au nouveau régime de dictature avec Marcel Caetano, et je cite. Il y avait donc les trois tendances au Portugal, trois catégories donc dans le truc politique au Portugal. Donc il y avait une minorité fasciste qui est la peau de Caetano pour maintenir les réformistes de son côté, car elles servent de chantage face à éventuelle désolidarisation de ces mêmes réformistes. Un large secteur de réformistes convaincus d'une évolution lente et pacifique du régime, et un secteur qui, étant trahi par les classiques politiques, se réveille et désire expérimenter une politique d'indépendance révolutionnaire. Fin de citation. Le directeur du journal Avest du LAV m'avait demandé un jour, lorsque j'ai présenté l'article Portugal, à qui le pouvoir, il m'a demandé, Antonio, tu n'as pas peur avec tous ces agents de la police politique portugaise au pays? Pourtant, on était surveillés. Nous avons aujourd'hui des documents qui montrent à quel point les filatures étaient minutieusement préparées. Les quelques expositions de jeunes engagés dénoncées par les autorités et police portugaises en témoignent. Ici, nous avons donc la première, donc la lettre de la Sûreté de Luxembourg à Lapide pour demander information sur des Portugais qui habitaient donc au Luxembourg. Et là, on a une réponse, une entre plusieurs réponses. Donc, ils répondaient avec les informations qu'ils avaient sur chaque individu de nommer. Et ici, il y a par exemple chaque individu qui avait un dossier, et dans ce dossier, donc, il y avait chaque fois, donc en première page, donc son identité et le lieu de résidence. Chaque fois qu'on changeait de résidence, il y avait donc une autre page dans le dossier. Mais regardons là donc la réponse. Donc si on va demander des renseignements sur des ressortissants portugais actuellement au Luxembourg, donc il y avait le nom, et puis il dit à un moment donné, les 3 personnes sur 4, 5 et 6 ont été renvoyées du Luxembourg à cause de leur activité politico-commerciale, instigation et participation déterminante à une grève. Nous vous serons gré de toute information que vous pourriez nous fournir au sujet des prénommés. Donc, une des réponses, j'ai choisi une des réponses, c'est sur moi-même. En réponse à votre note de référence, nous vous informons qu'Antonio Lopes Paiva, mentionné sur le numéro 3, est marqué dans nos archives de service comme étant communiste et d'idéologie marxiste-léniniste. Parmi les autres Portugais mentionnés, il n'avait aucune expérience préalable dans nos services. Donc,
on voit qu'il y avait quand même une activité, il y avait une collaboration donc, entre les polices des deux pays. Ma participation à des meetings, par exemple ici comme l'Amnesty International sur la torture, j'avais fait une intervention sur la torture au Portugal en Espagne en mai 1973. Et il y a des manifestations contre la guerre coloniale étaient suivies avec attention donc, par la police politique. Le consul faisait des rapports sur tout ce qui lui plaisait pas. Il allait même à préparer des coups de poing de casse et de sabotage. En 1972, les amitiés Portugal-Luxembourg organisaient, comme d'habitude, une fête de Noël. L'hôte d'honneur était le Padre Fanhais, le prêtre Fanhais, chanteur de résistance antifasciste qui portait une chemise rouge sur laquelle se trouvait l'insigne de nationalité du Vietnam du Nord. Il chantait des chansons contre la guerre du Vietnam. Selon les informations, le Portugal n'était pas directement visé, les textes étant agressifs, mais tenus en général. Le consul assistait à la fête et écoutait les récits du prêtre sans protester sur place. Peu après, l'organisateur de la fête recevait quand même une protestation écrite par l'ambassade du Portugal à Bruxelles. Quelques mois après, on constatait que l'incident devrait avoir encore d'autres effets pour le prêtre Fanhais au Portugal. Rappelons aussi qu'en juillet 1973, le Forum 80 000, une organisation de jeunesse active dans l'assistance aux travailleurs saisonniers d'obédience chrétienne, ensemble avec d'autres associations formant le comité de soutien aux luttes des peuples des colonies portugaises, avait organisé des manifestations et expositions, des photos et d'affiches sur les colonies portugaises. Ils étaient attaqués 3 fois par des groupes portugais bien organisés. À partir des conditions sur lesquelles les bagarres étaient mises en scène, beaucoup de gens ont dans le temps montré le doigt sur les bandes fascistes du consulat. Écrivait le Tagblatt en 3 août 1913 et dans celui du 31 juillet 1973 posait une question portugais fasciste. Portugais fasciste au Luxembourg, donc on peut des fascistes portugais au Luxembourg, contexte de l'agression contre les manifestations antifascistes. Comme nous l'avons rapporté dans notre édition de vendredi, avant-dernier week-end, plusieurs affiches d'information du KGB dénonçaient les massacres de l'armée coloniale portugaise au Mozambique ont été détruites par les Portugais. Au cours de la bagarre, qui s'est déroulée avec une brutalité inconnue dans ce pays, plusieurs militants et passants non impliqués ont été blessés. Samedi, une séance d'information a été organisée par le comité de soutien au mouvement de libération des colonies portugaises, créer une réponse à ces incidents et qui ont compris plusieurs, donc dans le comité, il y avait plusieurs associations de KBL, LCR, Lotte Continua et UNL, donc l'Union des étudiants luxembourgeois. À partir de... Donc une pétition avait été envoyée au ministre de la Justice afin d'ordonner une vaste enquête, mais il semble qu'il n'a jamais eu de résultat.
Je vais à nouveau sur l'activité syndicale où les informations étaient données en langue portugaise. La sensibilisation et mobilisation des immigrés étaient toujours bien préparées. La participation au mouvement de revendication sociale, comme par exemple le 9 octobre 1973 au Luxembourg, était significative et encourageante. De même pour les manifestations du 1er mai de 1973 et 1975 à Romelange et à Romelange et à Espérange. Donc, ce sont les photos. Les photos, ça c'est à Espérange et à Romelange. Des comités de soutien en formation et aide ont été créés. La lutte contre les marchands de sommeil en 1972-1973, surtout dans les zones comme le Pfaffental, a été développée avec l'aide précieuse de l'Union Centre Coopératif voilà. Ici, on a donc un communiqué pour des réunions informées qu'ils avaient dans le Scoutschloss à Weimerskirch tous les dimanches matins et tous les mercredis soirs. Et ici, il y a le premier journal qu'ils ont commencé à éditer, où ils donnent donc les raisons pourquoi le journal a été créé. Après le 25 avril et avant mon départ au Portugal, un travail associatif avec la création d'associations aux activités diverses, allant de folklore, de théâtre, football, fêtes populaires, pour ainsi mieux faire passer le message de notre lutte. Donc on a aussi des photos sur... Si par exemple, ça c'est le groupe de théâtre ouvrier, et donc ça c'est le truc d'une des fêtes. Mais revenons encore une fois au procès de Lapide, que j'ai déjà cité auparavant. Le rapport d'interrogatoire des prévenus. Un autre inculpé avait déclaré, je cite, « Ainsi, il déclare qu'à la mi-année 1971, une soirée a eu lieu dans la salle du syndicat LAV à Luxembourgville, dans laquelle ont participé quelques artistes venant de Paris et parmi eux, Zek Afonso. De la caravane faisaient partie quelques membres de l'organisation clandestine appelée Nucleus communiste, le royaume communiste, qui ont emporté dans la capitale luxembourgeoise des affiches faisant allusion à la guerre coloniale, ainsi que propagande diverse, à savoir quelques exemplaires de divers journaux communistes, les textes marxistes édités par cette organisation. De cette propagande, les affiches sur la guerre coloniale ont été placées dans la gare centrale de Luxembourgville et d'autres lieux de travail. En ce qui concerne les exemplaires du journal, le communiste et les textes marxistes, ils ont été distribués à des connaissances portugaises résidant dans le Grand-Duché. Il y avait effectivement au pays un groupe de militants et sympathisants qui distribuaient clandestinement ces journaux. Le message à faire était à faire passer la lutte contre le régime dictatorial de Salazar et surtout mobiliser la jeune génération contre la guerre coloniale et faire de sorte que les jeunes immigrés n'aient pas à se présenter au Portugal pour faire l'armée. Voilà, ici, ce sont des publications qui étaient distribuées dans le temps. Un autre journal populaire, ou Alarme, était vendu dans les cafés, les marchés, associations, quartiers, etc. Ce journal était en France, publiait des nouvelles sur la situation au Portugal, le mouvement ouvrier, la guerre coloniale. Le journal a été créé à Grenoble en 1972. Au départ, était pour la communauté portugaise de la région de Grenoble, mais à partir du numéro 16, est devenu le journal des travailleurs portugais en Europe.
Il est important de souligner que dans les années 70-73, la mobilisation des immigrés portugais se faisait aussi indépendamment des syndicats. Les contacts donc, et les liens avec les organisations de gauche et même d'extrême gauche, des groupes catholiques de gauche et toutes sortes de groupes apparus lors de l'effervescence sociale qui a suivi le mai 68. Il y avait des actions ponctuelles avec KPL, Rotfan, LCR et encore d'autres organisations. Comme dans d'autres pays, ces nouveaux acteurs venaient concurrencer les organisations traditionnelles de mouvements ouvriers, syndicats et partis politiques en essayant de prendre appui sur les franges moins organisées du salariat, en particulier des immigrés, afin de contourner ou de dérober les organisations traditionnelles. On a vu la mobilisation de l'immigration portugaise au moment du retournement de la conjoncture au milieu des années 70, qui marque l'entrée en crise de la sidérurgie luxembourgeoise. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les comités ouvriers des ouvriers licenciés qui ont organisé des manifestations à Echalzet en juillet 1975 et à Luxembourgville en novembre de la même année, encadrés par le groupe A Verdade. Avant de terminer, je vais revenir sur un événement qui a déferlé d'opinion publique au pays, soit l'attaque au consulat portugais du 4 juin 1911. Je me permets de lire une interview donnée le 25 juillet 2012 par le responsable de cette action à Madame Ana Sofia de Matos Ferreira, qui a présenté une thèse de doctorat en histoire, spécialité en histoire contemporaine, à la Faculté de sciences sociales et humaines de l'Université de Lisbonne. Je cite, « L'attaque au consulat du Luxembourg. Cette action a eu lieu le 4 juin 1971. Le responsable s'est rendu la veille au Luxembourg pour préparer l'action. Comme il fallait y passer une nuit et qu'il n'était pas conseillé de séjourner dans des hôtels ou des chambres d'hôtes pour ne pas avoir de traces de son passage, un soutien a été sollicité auprès d'une organisation de solidarité pour immigrés et exilés à laquelle appartenait la fille du Premier ministre luxembourgeois qui a mis à la disposition la maison familiale car son père devrait s'absenter du pays pendant une semaine. Ainsi, la nuit précédant l'attaque, le responsable dormait donc chez le Premier ministre luxembourgeois. Les autres éléments qui ont participé à l'attaque ont été emmenés au Luxembourg dans 2 voitures de location conduites par 2 Portugais. L'entrée dans le consulat a eu lieu en fin d'après-midi, pendant les heures de travail, mais à proximité de l'heure de fermeture, avec les opérateurs portant des lunettes noires et armés de pistolets de fabrication tchèque. Il a fallu neutraliser les employés et d'autres personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Et ils ont donc décidé de les prendre en otage. Ainsi, avec la pâte à modeler et des fils électriques, ils ont simulé qu'ils piégeraient le bâtiment et ont menacé que si quelqu'un bougeait, une mine exploserait. Des passeports usagés, des formulaires vierges, des cartes d'identité et d'autres documents ont été saisis, ainsi que des timbres et un peu d'argent liquide trouvé sur place. Alors que s'apprêtait à partir, le consul apparut, qui a été ligoté et placé avec le groupe d'otages restants. Lors de la planification de l'action, ils avaient admis avoir pu être surpris par les autorités policières. Et dans ce cas, ils avaient pensé à utiliser les employés du consulat comme otages, menaçant de dynamiter le bâtiment et exigeant une conférence de presse pour expliquer les raisons de leur action. Ils les relâcheraient ensuite et se remettraient aux autorités.
Après l'attaque, ils ont quitté Luxembourg dans les 2 voitures qui les avaient transportés dans le pays, à l'exception de responsables qui rentraient en Belgique en train, portant les 2 valises contenant le matériel enlevé. Ce n'est que 2 heures après l'opération, quand des otages ont réussi à se libérer, il a appelé la police qui a déployé la brigade des mines et des pièges au consulat, ce qui a mis plusieurs heures à désactiver une bombe présumée qui s'est avérée être une pâte à modeler. L'idée de l'assaut contre le consulat de Luxembourg était venue du responsable et tous les plans avaient été esquissés dans des cafés parisiens avec tous les risques que cela impliquait. Dans le choix de ce consulat, le fait que le code pénal luxembourgeois prévoyait une légère sanction pour ce type d'action a joué un rôle très important. Les attaques au consulat de Rotterdam le 30 avril 1971, donc peu avant l'attaque ici, et celui de Luxembourg le 4 juin de la même année, n'ont jamais été revendiqués par la Loire, Ligue d'Union et Action révolutionnaire, conformément au principe de ne jamais revendiquer les actions menées à l'étranger. Fin de citation. Donc, dans la presse au pays, d'ailleurs on le voit, dans la presse dans le pays, on indiquait l'ARA, Action révolutionnaire armée, comme étant l'auteur de l'attaque au consulat, ce qui est inexact, c'était la loi. Avant de terminer, je voudrais brièvement parler de plusieurs livres que l'Association des exilés politiques portugais a publiés avec des témoignages des déserteurs réfractaires qui ont dit non à la guerre coloniale. Nous avons donc le premier, Exil 1, qui est un témoignage publié en 2016 avec 22 témoignages. Nous avons l'Exil 2, 31 témoignages publiés en 2017. Nous avons le troisième, donc Exil de 3, c'est avec 20 témoignages publiés en 2021. Nous avons Exil, qui n'est pas Exil, c'est donc une traduction de plusieurs témoignages qui avaient le préface de Victor Freire qui est en version française. Tous les autres, les 1, 2 et 3 sont en version portugaise. Les 4 dont je parle maintenant, donc au féminin, ce sont 7 témoignages de femmes publiés en 2023 et qui a été réédité en 2024 par le Centre de documentation sur l'immigration humaine, traduit en français et qui a été présenté à Dudelange et à la Nijmünster, respectivement le 11 et 12 mars cette année-ci. Pour terminer, quelques données sur le lourd bilan de la guerre coloniale que le Portugal a menée en Angola, Mozambique et Guinée-Bissau. Dans cette guerre, ont perdu la vie 10 400 militaires portugais, 6 000 civils et plus de 28 200 éléments des mouvements nationalistes. Parmi les blessés graves, on compte plus de 31 300 dans les troupes portugaises, 12 200 entre les civils et 9 450 parmi les mouvements de libération. 90% de la jeune population masculine portugaise a été mobilisée pour cette guerre qui a provoqué, en plus des morts, 20 000 invalides parmi les soldats portugais. Plus de 140 000 resteront traumatisés à vie. Il s'ajoute 100 000 victimes parmi les civils qui vivaient dans les colonies. Pendant cette guerre, le Portugal était le pays occidental qui avait le plus d'hommes en armes, à l'exception d'Israël. Proportionnellement à la population totale, la mobilisation fut supérieure à celle des États-Unis au Vietnam. Voilà. Merci de votre attention. Ça va être terminé.
Merci beaucoup pour cette très intéressante conférence. Je crois que, en tout cas pour moi, il y a certaines choses que je ne connaissais pas encore, notamment quelques précisions sur ce fameux hold-up de 1971 ici à Merle. Et je suis persuadé que cette présentation très intéressante a aussi suscité peut-être des questions ou des remarques parmi notre audience. Donc voilà, je viens juste vers vous avec le micro pour que les gens qui nous suivent en ligne puissent également entendre la question. Oui, voilà, moi j'ai une petite question. Je voulais savoir, vous dites que le Portugal était un pays riche et les gens étaient pauvres. Mais vu que c'était un pays avec la dictature, comment ils pouvaient être riches? Est-ce qu'ils piquaient aux gens? Est-ce que c'était par rapport aux colonies? Est-ce que c'était où la richesse du Portugal? C'est ça que je voudrais savoir en fait, parce que je n'arrive pas à comprendre en fait. Oui, ça c'est une bonne question. Surtout cette richesse venait si bien que énormément de sociétés internationales exploitaient donc les colonies. Une partie allait donc dans ces exploitants, mais une grande partie venait dans les mains donc du gouvernement portugais. Donc, mais seulement la différence c'est que ces revenus n'étaient pas distribués au peuple portugais. Donc, ils étaient concentrés dans les mains d'une classe dominante et qui utilisait pour des choses, tout autre chose que pas pour le bien du peuple portugais. Mais la richesse, elle existait et la plus grande part de cette richesse était même exportée et placée dans les banques à l'étranger, notamment en Suisse, la plus grande part. Comme toutes les richesses qui échappent au peuple. Ou au Luxembourg, à l'époque pas encore, ouais, mais plus tard. D'autres questions? Alors moi j'en aurais une. Est-ce que quand tu es arrivé au Luxembourg, tu as eu aussi beaucoup de contacts avec des luxembourgeois, oui. Notamment au niveau syndical, mais je suppose aussi au niveau privé. Est-ce que dans ton entourage, les gens connaissaient ton activité plus politique, disons, c'est les tentatives de créer des mouvements ici à Luxembourg, ou est-ce que c'était quelque chose que tu n'avais pas le droit de divulguer aux gens qui t'entouraient? Oui, donc mon entourage, surtout au niveau du syndicat, il y avait des gens bien connus et très... je ne vais pas citer les noms, mais qui s'intéressaient énormément donc à la situation au Portugal. Et en plus, les articles, surtout le premier article, le secrétaire général de la CGT insistait là-dessus. Il y avait aussi donc une partie de la fédération des cheminots. Il y avait le président qui était assez actif. Il disait, Antonio, raconte-nous ce qui se passe au Portugal. Nous, on ne sait pas beaucoup ici. Puis c'est tous des fascistes, ce sont des fascistes. Tu sais, nous, le fascisme, on n'aime pas. Parce que, donc, les souvenirs de la guerre, donc l'occupation de Luxembourg, n'était pas encore si loin. Donc, il y avait en quelque sorte une solidarité et notre combat contre le gouvernement, donc le gouvernement de Salazar, il était soutenu et appuyé pour donc ces gens-là et d'autres couches même de la population qui ont aussi travaillé dans la résistance au Grand Duché. Il va de soi que certains détails sur l'activité, oui, bon, ça on ne le sait pas, mais ils avaient bien la conscience que j'étais actif d'une façon donc organisée et je militais d'une façon organisée, ça c'est clair. Okay, merci. J'ai une question, une curiosité, parce que j'ai cru comprendre que les déserteurs et les réfractaires, par le simple fait qu'il y a eu le 25 avril, la révolution, ils n'ont pas eu leur situation résolue tout de suite. J'ai cru comprendre que ça s'est passé beaucoup plus tard. Oui. J'aimerais savoir quand, comment on est arrivé là et pourquoi formellement
il y avait toujours un problème. Est-ce qu'ils ne pouvaient toujours pas retourner au Portugal? Peut-être que personne ne les persécutait, mais qu'il y avait un problème dans leur feuille, disons, dans leur casier, disons. J'aimerais un peu savoir exactement comment ça s'est passé. Oui, c'est aussi une bonne question. Les détails, ça c'est un peu difficile, ce sont des choses administratives. Au départ, même après le 25 avril, j'avais des collègues, des camarades qui ont déserté au Portugal, parce qu'ils n'étaient pas, donc, ils devraient faire donc toujours son service militaire et donc la décolonisation n'était pas encore donc décidée, donc ils pouvaient encore toujours être envoyés là. Et alors, donc, les choses sont tirées. Beaucoup de déserteurs qui sont retournés et des réfractaires ont dû se présenter donc à la caserne pour faire le service militaire. Et alors, en 75, si je me trompe, il y a eu donc la première amnistie. Donc, mais l'amnistie était pour les réfractaires, pour les insoumis de toute façon, et pour une sorte de déserteurs, et ça c'était les déserteurs qui avaient tout simplement déserté, non d'une façon active. Ceux qui ont été désertés avec des façons actives ont considéré comme des criminels de droit civil. Donc ils ont porté des armes, ils ont déménagé ils ont emporté des armes et toutes sortes d'explosifs et tout ça. Et alors ça, c'était un deuxième crime. Mais ceux-là, ils ont été, je crois que c'était en 76, après les élections, ou avant même des élections, je ne suis pas sûr, là. Mais ils ont donc eu aussi une amnistie là-dessus. C'est un peu ce qui s'est passé avec les prisonniers politiques, ceux qui étaient carrément, donc, pour une raison politique. Il y avait des autres, comme Palminas, tous ceux de la Loire, qui considéraient qu'ils étaient, surtout Spin, qu'ils étaient donc des prisonniers de droit pénal, donc non politique. Mais après, donc, il y a eu donc au niveau de mouvement des forces armées, donc il y a eu la décision où ils ont été quand même libérés, tous. Tout n'était pas clair tout de suite après le 25 avril non plus. Moi, je pense, j'ai toujours en tête la déclaration de Spínola le soir du 25 avril où il dit le maintien du Portugal dans son ensemble pluricontinental. Oui. C'est que seulement dans les mois suivants que finalement le Portugal a dû accepter l'indépendance des anciennes colonies. Ça a pris du temps. Oui, bonjour. Je voudrais demander, parce que là, je ne sais pas s'il y a une contradiction là-dessus. Est-ce que j'ai bien compris? L'État luxembourgeois a quand même les polices. On doit savoir que c'était encore avant l'unification de l'Europe. Les polices, ils ont travaillé ensemble, c'est-à-dire l'État luxembourgeois, en fait, a d'une certaine manière soutenu le système au Portugal, mais était d'accord d'accueillir les gens comme main-d'œuvre pour le travail. Et là, je crois que c'est, comme toi tu disais maintenant, qu'il y a des gens, des syndicats qui ont soutenu les idées contre le fascisme. Alors c'est quand même une grande contradiction là-dedans. Oui, disons, comme partout, pas seulement au Luxembourg, partout en Europe, les gouvernements veulent éviter qu'il y ait au moins possible d'agitateurs, donc à tous les niveaux. Ici, il y avait les jeunes qui sont venus, donc il y avait une partie des jeunes qui sont venus, qui étaient le fait de ne pas aller à la guerre coloniale n'était pas, au fond, on ne pouvait pas dire que c'était un exilé. C'était pas un exilé, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, il y a qui sont donc
pour une question humaine, sont contre la guerre sans avoir donc une position politique sur le chose. Donc on ne peut pas dire que tous les jeunes portugais qui sont venus ici au pays ou ailleurs, qui étaient tous directement contre la guerre coloniale. Ils sont tout simplement allés parce qu'ils n'avaient pas envie de faire la guerre coloniale. Mais par la force des circonstances, et au fur et à mesure que les choses ont avancé, ils prenaient quand même une position politique parce que à chaque fois qu'ils voulaient retourner au Portugal, ils ne pouvaient pas. Si, ils pouvaient aller, mais ils devaient le faire clandestinement. Donc, hein. Mais dans un autre sens, au départ, il y avait dans les années 60, on a lu maintenant ici dans les interrogatoires de Lapide, il y avait quand même un groupe qui est venu de Paris, donc avant que moi j'étais ici, qui était bien installé ici et que la police a bien regardé, car une partie de ces lettres de demande viennent de cette époque-là. L'autre plus tard, où il y a ici mon nom, ça c'est venu plus tard. Donc, tout en étant peut-être pas d'accord avec le gouvernement portugais, donc la police de sûreté de l'État ici faisait son travail et collaborait bien sûr avec la police politique portugaise pour avoir un renseignement, donc pour un peu voir donc toute cette arrivée de ces gens qui étaient déserteurs, réfractaires et qui avaient peut-être peur qu'ils déclenchent ici des mouvements sociaux. Donc, il faut pas oublier non plus que le Portugal était aussi membre fondateur de l'OTAN, malgré la dictature, que Interpol était dirigé à cette époque-là par un Portugais. Donc c'est un processus que les polices font demander des renseignements dans ce contexte. Peut-être qu'ils posaient exactement la même question à la France, par exemple, qui était une démocratie. Par contre, ce qui est vrai, c'est bon, on peut discuter, est-ce que c'est la sûreté, est-ce que c'est le service de renseignement, vu qu'il n'y a pas d'en-tête, mais on est en pleine guerre froide, donc les communistes sont surveillés. La différence, c'est que si vous êtes luxembourgeois à Luxembourg et que le service de renseignement ou la sûreté vous surveille, bah vous êtes surveillé et voilà, c'est un peu un jeu. Il n'y a pas de conséquences nécessairement, si peut-être sur l'emploi. Mais si vous êtes étranger, en situation irrégulière, si vous perdez votre travail, vous perdez votre permis de travail et vous êtes renvoyé à la frontière, ça peut avoir des conséquences totalement différentes. Et ça, c'est ce que tu as montré, que cette demande de renseignement, ça a des conséquences totalement différentes dans une dictature. Mais pour la police luxembourgeoise, bon, c'est effectivement, comme Antonio l'a dit, ils font leur travail, la peur des agitateurs, les grévistes. Ben, c'est aussi toujours les gens qui n'ont pas de papier, dans certaines situations, sont soumis à l'arbitraire. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est parfois aussi utilisé dans ce contexte-là. Donc c'est une situation extrêmement ambiguë. Oui, on n'a pas parlé de la loi Schaus. Ici, il y a justement un extrait, donc un tract qui a été distribué, que c'était dans le temps, donc la lutte contre la loi Schaus. Et la loi Schaus, justement, elle refusait ou retirait le permis de travail si la situation de marché de l'emploi l'exige. Donc ça, c'était un point. Et le deuxième point, de refuser ou de retirer le permis de séjour à toute personne susceptible de trouver la sécurité, la tranquillité, l'ordre ou la santé publique. Donc tout simplement, on enlevait donc le permis de séjour, le permis de travail. Et les étrangers pourraient-ils participer pleinement à la lutte des travailleurs à Luxembourg s'ils étaient menacés par cette loi Schaus, donc surtout en période de crise. Et ça, c'était donc un mouvement qui était bien là et pendant ce temps-là. L'important, c'est aussi susceptible de troubler. Donc, c'est pas uniquement quelqu'un qui
des gens qui ont peut-être, qui auraient troublé l'ordre public, mais qui étaient susceptibles de. Donc c'est quelque chose qui est aussi un peu... voilà. Et là, c'est dit aussi même que les travailleurs portugais et espagnols, dans le temps, il y avait encore beaucoup d'Espagnols ici, mais c'était certainement les plus visés parce que c'était à ce moment-là donc la plus grande l'immigration qu'il y avait. Donc les Chiliens sont venus plus tard, déjà en 73, après 74, je dirais même. Et voilà. Est-ce que... Monsieur? Bonsoir, monsieur. Je voudrais seulement savoir, les livres que vous avez indiqués, notamment Exilios, est-ce qu'ils sont encore disponibles? Oui. Donc, il y a même... Mais ils sont donc les trois... Les trois premiers, les quatre même, les quatre donc en portugais sont tous disponibles. Sur les deux premiers, il y a même une promotion qui est faite. Écoutez 15 € la pièce et vendent les deux pour 25 €. Mais donc on peut encore les avoir. C'est déjà Black Friday. Et le dernier qui a été traduit en français, oui, il est en vente ici dans la librairie partout au pays. Je voulais savoir, par rapport à l'Afrique, par rapport aux anciennes colonies, est-ce qu'on ne devrait pas affaire aussi les personnes qui sont mortes pour le Portugal, qui étaient du côté africain? Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont décédées qui se sont battus pour le Portugal alors que c'était leur pays à eux à la base? Si, on sait, donc je parle, et justement, est un contentieux qui reste encore un vrai contentieux avec le Portugal. Ce sont des gens qui étaient alignés donc, dans les troupes, donc dans l'armée portugaise, hein, et qui ont, ou bien qui sont... restés blessés, qui sont restés paralysés, qui ont décédé et qui n'ont absolument rien de l'État portugais. Et ça, à mon avis, je trouve pas juste. Et je trouve que c'est encore une dette que l'État portugais a envers ces gens-là. Est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose pour les reconnaître, de dire voilà, ce sont des martyrs, parce qu'on peut les appeler martyrs, oui, qui se sont battus, qui ont dirigé ou qui se sont mis quand même du côté du Portugal, alors qu'à la base, ce sont les Portugais qui étaient dans quelque chose qui n'ont pas eu à la base. Et vice-versa, dans les deux sens, bien sûr. Oui, on pourrait certainement faire quelque chose. Il faut voir à qui s'adresser, comment s'adresser. Ce sont des choses qui aussi, bon, par exemple, si on fait la comparaison avec la France, où les guerres coloniales en France sont terminées avec l'indépendance de l'Algérie en 1963, c'est 12 ans, finalement plutôt 11 ans, 12 ans avant le Portugal. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement récent, la reconnaissance à la fois des harkis, des auxiliaires sénégalais, mais aussi des victimes de manière générale non européennes de ces conflits coloniaux. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile et que les États ont beaucoup de difficultés aussi, parce que reconnaître cela, ça implique un coût financier. Et le coût financier, pour des gens qui ne sont pas électeurs, sont des choses qui sont c'est très compliqué de prononcer, pour un État de prononcer les mots excuses. Et ça ne concerne pas uniquement le Portugal, c'est quelque chose qui différence, c'est qu'au Portugal, les guerres coloniales duraient jusqu'en 74-75, alors que pour le reste de l'Europe, des pays européens, elles étaient terminées pour la plupart une quinzaine d'années plus tôt. Il y a un décalage de 15 ans. Je voudrais juste une petite parenthèse là-dessus. C'est au fond aussi au gouvernement des colonies donc, de faire la demande, d'organiser les dossiers pour faire la demande. Mais là, il y a aussi un problème, c'est que ils n'étaient pas d'accord entre eux non plus, donc il y avait les luttes, surtout en Angola. C'est difficile de se mettre ensemble et de faire une relevée donc, sur tout ça. Ce sont des pays qui ont connu des guerres civiles très longues après l'indépendance. Oui, la dernière
réunion ici, et c'était Madame Rina Pimentel, et elle a expliqué un peu là-dessus. Et là, on peut voir sur YouTube. J'ai vu. Ah oui. Vous faites déjà la réclame que moi je voulais faire à la fin, c'est bien. Mon papa a été en Guinée, il y avait des zones d'ombre, comme j'avais dit la dernière fois. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer avec tout ce qu'on entend sur les anciennes colonies. Il n'y a pas que le Portugal, hein, il y a d'autres pays. Donc j'ai envie de comprendre, en fait, le fonctionnement, quoi. C'est tout. C'est seulement... Ce sont des histoires qui sont souvent très complexes. Et bon, nous, on a fait une exposition sur le passé colonial du Luxembourg il y a 2 ans. Le Luxembourg n'a pas été impliqué dans des guerres coloniales, mais ce sont des choses qui sont très compliquées, très très complexes. Et en tant que commissaire de l'exposition, moi je me rends compte qu'on a énormément de visiteurs qui posent ces questions. C'est-à-dire qu'on parle très peu, quand nous on a mis en place cette exposition, une des zones d'ombre était justement à la fois les réfractaires qui vivaient au Luxembourg, mais aussi les gens qui ont combattu dans la guerre coloniale, qui après sont venus s'installer au Luxembourg. On avait lancé un appel à témoignages, et on a eu beaucoup de témoignages, mais c'est des choses dont on parle très très peu, et ça dans énormément de familles. C'est quelque chose qui est très... Ça dépend des familles. De manière générale, on a beaucoup d'échos dans l'expo où les gens me disent « Mais oui, mais finalement, on n'en a pas parlé avec nos parents, on n'en a pas parlé avec nos grands-parents. On a des albums photos à la maison, on a des objets qui ont été ramenés, il y a des souvenirs, mais on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on n'en parlait pas. Que ça soit la volonté de ne pas vouloir en parler dans des personnes, que ce soit des gens qui ont vécu aussi des choses traumatisantes, parce que ça on oublie parfois que c'était des guerres très 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 violentes, très comparables à ce que les Américains faisaient au Vietnam, notamment en Guinée et en certains endroits en Mozambique. Mais voilà, ce sont des passés qui sont parfois très difficiles à aborder. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou remarques ? Sinon, il me resterait à remercier encore une fois Antonio de sa conférence très intéressante. On voit que, comme beaucoup de sujets qu'on a abordés au courant des derniers mois en lien avec ce 25 avril 1974, cette partie aussi de l'histoire luxembourgeoise, à notre sens, puisque, un des chiffres qui a été avancé récemment par le gouvernement, 40% de la population résidente au Luxembourg a des origines au Portugal ou dans les anciennes colonies portugaises d'ailleurs. Et donc ce sont des questions ces débats relèvent beaucoup de questions qu'il faudrait encore approfondir à l'avenir. Et je pense que notamment ce que tu nous as raconté aujourd'hui, c'est un début d'une histoire très très passionnante où j'espère que des historiens pourront un jour s'y pencher de manière plus intensive. Alors, il me reste aussi à vous indiquer, vous l'avez déjà fait, qu'effectivement, cette conférence ainsi que toutes les autres conférences sont consultables sur le channel YouTube du National Musée. Un grand merci d'ailleurs à EasyCast pour leur précieux appui pour pouvoir réaliser ces enregistrements et de vous rendre attentif au fait que, hélas, la prochaine conférence annoncée dans le flyer du 28 novembre qui était prévue avec Rita Rath, la directeure du musée de l'Aljoub, a dû être annulée pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc la prochaine conférence dans notre cycle de conférences sera le 12 du 12, la politique d'attention et de lien du Portugal envers ses émigrés, par Thierry Hinga, qui a réalisé sa thèse de doctorat justement sur la question sur la presse lusophone au Luxembourg dans les années 70. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut terminer sur un grand applaudissement pour Antonio Paiva pour sa conférence et pour toutes ses contributions à cette exposition. Merci. Merci.